Très bien. Donc, je voudrais présenter une autre des features, des capacités des outils qui sont dans la toile. Et ça, c'est ce que j'appelle du Tatin Vibe Coding, ou Vibe Coding Tatin, puisque pour cette idée de renverser. Euh, En fait, le principe traditionnellement dans le vibe coding ou les agents de code, ainsi de suite, avec l'IA générative, c'est l'utilisateur qui va donner une instruction de très haut niveau. Et cette instruction, en fait, elle va être appliquée un peu en mode top-down. Donc, en fait, la génération du plan, la planification, tout ça, c'est à la charge de l'agent. Donc, c'est à lui soit d'avoir déjà tout le contexte dans sa fenêtre contextuelle, soit de le construire itérativement et ensuite de produire le code. Il y a des cas où ça fonctionne, des fois ça peut être plus compliqué. Et en fait, ce qui est un petit peu des fois qui est un petit peu dommage dans ce type d'approche, c'est que en fait elles sont agnostiques. En fait, on fait comme si on ne connaissait rien enfin ou peu de la code base, alors que en fait souvent les gens qui travaillent sur une code base, ils ont une vague idée de ce qu'ils sont en train de faire, en principe. Et du coup, c'est dommage de faire une croix sur ce savoir parce que c'est justement des heuristiques qui permettent de gagner du temps et d'être plus efficace. Et donc en fait, là l'enjeu c'était, enfin, donc ça marche pas à chaque fois, c'est pas quelque chose qui est à appliquer dans tous les cas, mais je trouve que ça a sa place dans pas mal de contextes. Euh, donc c'est ce que j'appelle Tatin Vibe Coding, donc à la place de juste donner l'instruction au niveau et laisser l'agent essayer de trouver ce qu'il faut pour construire la fonction, là l'idée c'est de le faire un petit peu dans l'autre sens. Donc souvent, lorsqu'on veut une certaine feature en code, donc j'ai dit on connaît déjà un petit peu sa code base, et souvent on peut avoir déjà des briques sous-jacentes, voilà, des briques bas niveau qui sont des briques dans lesquelles on a confiance parce qu'elles viennent d'une expertise, parce qu'on les a déjà testées et ainsi de suite. Et du coup, dans ce contexte, enfin moi souvent quand je pense à une feature, j'ai déjà une vague idée un peu intuitivement de comment est-ce que je vais, quelle sera l'architecture, quel sera le design par exemple. Je sais qu'il faut une fonction au niveau qui va en appeler plusieurs autres sous un certain format et qui à la fin va faire appel à ces fonctions dont je dispose déjà. Et bah, en fait, le Tatin Vibe Coding, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est de se servir de ses connaissances. Et en fait, à la place de coder de haut en bas, bah, en fait, on code de bas en haut. Ça veut dire que en fait, l'utilisateur, il va donc découper un petit peu, enfin voilà, il a cette représentation, c'est quelques étapes dans sa tête. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que l'agent, il va commencer par en bas, en se servant du coup des briques qui sont données. Donc je vais préciser un petit peu par la suite, mais là, c'est l'idée. Donc l'agent se sert des briques qui sont au plus bas niveau pour écrire en fait une fonction qui du coup répond à à une tâche spécifique en utilisant les librairies existantes et le code existant. Et ça c'est facile parce qu'en fait souvent c'est des tâches qui sont pas très compliquées. Il y a une application qui peut être plus spécifique, mais globalement cette tâche d'écrire le code, voilà, elle a été vue un million de fois dans l'entraînement des grands modèles de langage. Donc en fait c'est quelque chose qu'ils font avec une relative fiabilité. Et du coup, une fois qu'on a cette fonction qui s'appuie sur nos petites briques, ben en fait, là, on a déjà un outil qu'on peut utiliser pour informer le niveau du dessus. Parce que le niveau du dessus, justement, il va s'appuyer sur cette nouvelle brique. Et si on a confiance dans cette petite brique, en fait, on peut remonter, passer ça à un modèle de langage, et donc, en fait, ça va recréer une tâche qui, elle, est encore une fois très contrainte. Parce qu'en fait, on va lui donner juste l'information qu'il faut, en l'occurrence la docstring, donc en fait, l'interface de la fonction, comment est-ce qu'on utilise la fonction sous-jacente. Et le modèle, en fait, voilà, lorsqu'il dispose d'une tâche qui est claire, qui est bien définie, en général, il fait bien son travail. Et donc, en fait, comme ça, on peut avoir une approche récursive où à chaque niveau, en fait, on crée une fonction, ça informe le niveau du dessus, qui du coup vient créer une fonction, mais c'est une tâche qui est bien contrainte, donc qui est très claire, et on remonte, et ainsi de suite, et en fait, on peut avoir des architectures comme ça qui peuvent remonter très très loin. Et donc là, je montre un graphe qui a qu'une seule trajectoire, mais en fait, on peut avoir des architectures un peu plus impliquées, ou du moins plus diversifiées avec différentes branches. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais montrer. Alors, je vais montrer deux applications. Il y en a une que je vais coder en live, enfin que je vais faire coder en live, et l'autre où je vais juste montrer les résultats. Donc la première, celle que je vais faire coder en live, c'est un peu technique, mais en gros, voilà, j'ai des librairies dans lesquelles des fois il y a beaucoup de fonctions. Et la dernière fois, je me suis dit, ça serait bien d'avoir une fonction qui me permet de voir automatiquement à partir d'un point d'entrée, ça veut dire dans une base de code, quand je rentre avec une fonction, enfin quand j'appelle une fonction, quelles sont les dépendances qui sont appelées. Donc ça, c'était l'idée, et du coup, c'est un petit peu ce que décrit ce petit graphe. Donc voilà, je vais donner un chemin vers un fichier et un nom de fonction qui sera mon point de départ. Et à partir de là, qu'est-ce que je veux voir? En fait, je veux voir le graphe. Je veux voir le graphe. Et donc ça va s'appuyer sur une brique qui va construire le graphe de dépendance à partir du coup de ce point de départ. Et en fait, à plus bas niveau, ce qu'il me faut, c'est une capacité. Enfin, la capacité de base, ça va être de collecter le code dans une fonction et tous les appels à d'autres fonctions à partir de là. Bref.
Et donc, au plus bas niveau, moi, je dispose déjà de quelques bouts de code, de librairies qui me permettent justement de récupérer, par exemple, le code d'une fonction euh, dans un script. Voilà. Et donc, en gros, c'est ça ce que je vais faire. Donc là, en fait, je vais juste lancer le... je vais sélectionner en violet, ça veut dire que c'est le point de départ. Et donc, ensuite, je vais... voilà, donc je vais lancer ce code, du coup, c'est cette fonction, et en fait, elle va juste ranger... euh, elle va ranger le code, en fait, dans ce fichier qui s'appelle le result4, que je vais mettre ici. Et c'est parti. Voilà. Donc, ouais, je vais montrer comme ça. Voilà, donc en fait, là, à chaque fois, on voit que à chaque fois que le code est écrit. Ah mince, je voulais sauver. Euh, Zut, moi, je vais faire overwrite. Je relance, désolé. Les aléas du direct. Bon, je supprime tout. Hop, voilà. Donc, je vais relancer. Et en fait, ouais, je relance. Clac. Voilà, donc là, en fait, à chaque étape, en fait, le niveau supérieur, voilà, il s'écrit et la fonction, elle vient se rajouter ici. Voilà, donc là, il va réécrire une fonction qui va venir ici, et ensuite on passe au niveau supérieur, et à chaque fois, ça vient informer comme ça en remontant. Voilà. Et donc, bon, en fait, l'idée après, c'est de tester manuellement, donc le truc n'est pas directement intégré, mais en fait, là, tout ce que j'ai à faire, en fait, ouais, c'était le même nom qu'avant, donc je reprends juste ce nom. Voilà, hop. Voilà, donc du coup, j'ai juste rajouté cette ligne là qui en fait appelle cette fonction parce que du coup, enfin, en fait, le modèle il n'écrit pas de point d'entrée dans le script, il écrit juste les fonctions. Donc là, voilà, je vais appeler cette fonction ici et cette fonction elle va s'appliquer sur un fichier qui s'appelle hubutils et voilà. Et voilà, donc c'est le moment de vérité. Voilà, donc là, ça va pas. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je relance. Voilà, ça fait partie du vibe coding. Enfin, je sais que ça fonctionne, c'est juste des fois c'est pas optimal. Voilà, il arrive qu'il se perde, donc ça fait partie de l'IA générative. Hein. Voilà, donc même principe, le code il s'écrit, clac, et je mets le nom de la fonction. Ok, c'est bon. C'était un peu long, c'est un peu bizarre qu'il ait pris autant de temps. Mais du coup, voilà, donc on obtient bien ce qu'on voulait. Bon, je ne vais pas rentrer dans le principe de la base de code et tout, mais en tout cas, voilà, c'est bien la structure que j'ai chez moi, donc voilà, ça c'est très chouette. Et en fait, on voit bien que ça, du coup, ce bout de code, il peut être pris, il peut être réintégré, et il peut du coup maintenant faire partie d'une librairie qui peut être appelée systématiquement sans avoir besoin de refaire toute cette démarche. Voilà, donc ça c'était sur l'application pratico-pratique. Et en fait, ça va plus loin en termes d'intérêt. Je vais juste illustrer ça avec d'autres travaux. Donc dans la toile, la dernière fois, j'ai montré qu'on pouvait faire appel à des modèles de langage pour faire plein de tâches différentes. Je ferai d'autres présentations. Et très récemment, en fait, j'ai lu un article sur... voilà, j'ai lu et donc en fait, je voudrais illustrer comment ces éléments, du coup, comment ce que je viens de montrer, donc cette idée de tatin vibe coding, peut être rapproché de la toile pour augmenter un petit peu les capacités et faire des trucs qui, à mon sens, sont plutôt chouettes. Donc en fait l'idée là c'était de dire, il y a un article qui est sorti qui s'appelle What Lives et en fait il y a des chercheurs qui sont allés solliciter d'autres chercheurs, 68, pour leur demander leur définition de la vie. Voilà, donc des chercheurs qui avaient des profils très différents, hein, des philosophes, des biologistes, ainsi de suite. Euh, donc moi c'est pas forcément la partie qui m'intéressait, ce qui m'intéressait c'est que dans l'article il y avait en fait une petite partie qui expliquait un mécanisme d'agrégation des définitions avec des modèles de langage pour comparer des similarités entre voilà, deux définitions et en fait faire émerger des clusters. Et ça c'est très chouette parce qu'en fait ça permet d'avoir une espèce de vision un peu hiérarchique et structurée des fois d'avis qui peuvent être très différents et je trouve que par exemple pour parser la bibliographie de Twitter qui est très dynamique ça peut être super intéressant. Et donc en fait, du coup, j'ai utilisé la toile pour sortir en fait l'algorithme, enfin un petit peu la démarche de comment cette agrégation avait été faite. Et ensuite, j'en ai fait quelque chose du coup, dans le Tatin Vibe Coding qui permet en fait de faire ça. Donc en gros, j'ai des fonctions qui existent et qui permettent en fait de faire
par exemple voilà, de faire intervenir un modèle de langage en lui filant deux items et en lui demandant de retourner un score de similarité. Ça, j'en dispose. Et donc en fait, ce que j'ai fait après, c'est juste que j'ai repris les différentes étapes de l'algorithme et je les ai mises là-dedans. Euh, donc dans Tatin Vibe Coding. Donc à chaque étape, j'avais quelque chose. Et voilà, donc du coup j'ai lancé le truc, ça a fonctionné. Après il y avait une petite étape de réintégration, donc je vais pas montrer tout ça maintenant. Mais ensuite, ce qui est trop chouette en fait, c'est qu'on peut s'en servir, par exemple comme ça. Donc maintenant j'en ai fait un nœud dans la toile. Donc cette capacité qui vient directement d'un article de recherche, maintenant elle est disponible dans la toile. Et donc tout ce qu'on attend, en fait, c'est de rentrer soit des phrases comme ça, enfin des items comme ça dans une liste directement dans le nœud, ou alors d'avoir un fichier JSON avec juste une liste d'items. Et donc ensuite, du coup, le même algorithme, il est pris, il est appliqué, et en fait, on arrive à obtenir comme ça des approches qui nous permettent d'avoir des clusters. Bon, là, j'avais pas beaucoup d'éléments, donc il n'y a pas beaucoup de résultats. Mais du coup, ça permet en fait de regrouper des éléments voilà, en fonction de la similarité qui est calculée par des modèles de langage. Et donc, voilà, en fait, d'avoir des clusters, on peut reprendre ces éléments et en fait en faire des clusters, enfin, du coup, repartir ces éléments pour avoir des clusters de clusters. Et en fait, je pense que ça peut être extrêmement utile pour avoir des visions un peu stratégiques de plein de choses. Voilà. J'espère que c'était clair. Et je ferai d'autres présentations dans un avenir proche.